Le vent de Paris, cinglant comme un couteau, traversait le manteau élimé d'Evelyne, chaque rafale lui rappelant les innombrables sacrifices qu'elle avait faits au cours de la dernière décennie. Elle serrait contre sa poitrine la fine enveloppe, sentant le précieux chèque à l'intérieur, une subvention gouvernementale pour les enseignants sous-payés, qui signifiait plus pour elle que de l'or. Ses chaussures, usées par des années de marche entre les salles de classe et les cours de soutien scolaire, crissaient sur le sol en marbre de la Banque nationale de France alors qu'elle entrait, reconnaissante de la chaleur, mais pas des regards qui la suivaient à cause de son apparence négligée. L'intérieur opulent de la banque semblait se moquer de sa pauvreté. Les lustres de cristal projetant des arcs-en-ciel sur les colonnes de marbre, les luminaires en laiton poli brillant sous un éclairage parfait, et le léger bourdonnement de la climatisation qui coûtait probablement plus par jour que ses factures mensuelles. Elle avait pris 3 bus et dépensé ses 5 derniers euros en frais de transport juste pour faire ce trajet, ne lui laissant presque rien pour le déjeuner. Mais ce chèque, 7 800 € de subvention spécifiquement destinée aux enseignants comme elle, allait tout changer. Elle pourrait enfin réparer le toit qui fuyait dans son petit appartement, remplacer les verres fendus de ses lunettes démodées, peut-être même acheter des légumes frais au lieu de vivre de nouilles instantanées et de sandwichs au beurre, de cacahuètes. Evelyne s'approcha du guichet en marbre, où un jeune caissier aux cheveux parfaitement coiffés et aux ongles manucurés leva à peine les yeux de son écran d'ordinateur. Elle posa le chèque et sa carte d'identité usagée sur le comptoir avec des mains tremblantes, consciente que l'enveloppe dans laquelle elle l'avait transportée était tirée d'une ancienne carte d'anniversaire, les bords ramollis par l'âge, et la manipulation. L'expression du caissier changea subtilement lorsqu'il lut le montant, ses sourcils se haussant légèrement avant qu'il ne se tourne pour chuchoter quelque chose à sa collègue. Des minutes passèrent dans un silence inconfortable, tandis qu'Evelyne restait là, attendant, observant comment les autres clients, des hommes en costumes coûteux, des femmes portant des sacs à main de créateurs, étaient chaleureusement accueillis et servis immédiatement. Elle jeta un coup d'œil autour de la banque, notant comment la conduite du personnel changeait en fonction de leur évaluation de la valeur de chaque client. Un homme d'affaires avec des boutons de manchette en or fut immédiatement escorté vers un bureau privé, à qui on offrit du café et des pâtisseries sur un plateau en argent. Une femme avec des perles fut appelée Madame Dubois, et on lui assura que sa transaction serait traitée personnellement par le directeur lui-même. « Madame ?» La voix du caissier interrompit ses observations. « Je vais devoir faire vérifier. Ceci par mon supérieur. » Avant qu'Evelyne ne puisse répondre, une femme habillée avec soin apparut à côté du guichet. Victoria Hayes portait un tailleur anthracite qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'Evelyne, ses cheveux auburn tirés en un chignon sévère qui correspondait à son expression. Son maquillage était impeccable, chaque ligne, et ombre conçue pour projeter l'autorité et le succès. Les clous d'oreilles en diamant qu'elle portait captèrent la lumière alors qu'elle se penchait pour examiner le chèque, sa bouche rouge baisée, se pinçant avec désapprobation. « Y a-t-il un problème ?» demanda Evelyne, sa voix douce mais ferme. Elle avait appris il y a longtemps à parler avec une discrète dignité, même face au manque de respect. Victoria ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle prit le chèque, le tenant à la lumière comme si elle cherchait des signes de contrefaçon. « Où exactement avez-vous obtenu ce chèque, madame ?»« C'est une subvention fédérale pour les enseignants, » expliqua Evelyne, fouillant dans son sac, main pour sortir les papiers officiels. Le sac lui-même était une trouvaille d'il y a 5 ans. Son cuir synthétique craquelait au poignet à force d'être utilisé. J'enseigne dans les écoles publiques de Paris depuis 27 ans. La lettre d'attribution était imprimée sur du papier à en-tête gouvernementale, avec des sceaux et des signatures officielles. Mais Victoria y jeta à peine un coup d'œil avant de la mettre de côté. Nous avons eu plusieurs incidents récemment impliquant des documents frauduleux. Je suis sûr que vous comprenez notre besoin de prudence. Evelyne acquiesça, bien que quelque chose dans le ton de Victoria lui donna l'impression qu'elle avait déjà été jugée, et jugée indigne. Bien sûr, j'apprécie votre diligence. Vous devrez vous écarter pendant que nous vérifions ceci. Nous sommes assez occupés cet après-midi. Victoria désigna vaguement une rangée de chaises, à l'air inconfortable contre le mur, la manière de la banque de traiter les clients qu'elle jugeait moins importants. Alors qu'Evelyne se déplaçait vers l'endroit où elle avait été dirigée,
Elle perçut des fragments de la conversation chuchotée de Victoria avec le caissier. Des mots comme « suspect » et « ne correspond pas au profil » parvinrent à ses oreilles, chaque phrase étant une petite entaille à sa dignité. Elle s'installa dans la chaise en plastique dur, son bas du dos protestant immédiatement. Elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner, une tranche de pain grillé avec le reste de sa margarine, et maintenant la sensation de vide dans son estomac amplifiait son malaise croissant. Le temps s'écoulait avec une lenteur atroce. Evelyne observa le rythme de l'activité de la banque, notant à quel point d'autres clients étaient servis efficacement tandis qu'elle restait oubliée dans son coin. Un jeune couple fut aidé en quelques minutes, leur demande de prêt immobilier accélérée avec des sourires et des félicitations. Un vieil homme reçut une chaise qu'on lui apporta pendant qu'il remplissait ses formulaires, tous ses besoins étant anticipés et satisfaits avec courtoisie. Elle étudia son reflet dans le laiton poli d'un pilier voisin, voyant ce que Victoria voyait. Des mèches grises dans des cheveux qui n'avaient pas été coupés professionnellement depuis plus d'1 an, des rides d'inquiétude gravées profondément, par d'innombrables nuits blanches passées à corriger des copies ou à s'inquiéter pour ses élèves, des vêtements qui avaient vu trop d'années de raccommodage et de lavage minutieux. Ses mains, autrefois douces et élégantes quand elle était jeune et rêvait d'autres avenirs, portaient maintenant les callosités et les taches d'encre de 3 décennies d'enseignement. L'humiliation brûlait dans sa poitrine, une sensation familière à laquelle elle s'était trop habituée au fil des ans. Il y avait le gérant de l'épicerie qui avait remis en question ses bons d'alimentation, le propriétaire qui l'avait fait attendre des heures avant d'accepter son chèque de loyer, le cabinet médical qui avait demandé le paiement d'avance parce qu'il doutait de son assurance. Chaque incident avait entamé son sentiment de valeur, la laissant se sentir comme une étrangère dans sa propre communauté. Une agitation près de l'entrée attira son attention. Un grand homme portant un manteau coûteux fit irruption dans les portes, visiblement pressé, son téléphone collé à l'oreille, alors qu'il menait ce qui ressemblait à un important appel d'affaires. Il se déplaçait avec l'allure confiante de quelqu'un habitué à commander, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui s'attendait à être écouté et obéi. « Oui, dites au bureau de Tokyo que j'y serai demain matin, » disait-il. « L'acquisition doit être finalisée avant. » Il s'arrêta à mi-phrase, son téléphone descendant lentement de son oreille, alors que son regard se fixait sur quelque chose dans le hall. Son expression changea complètement, la confusion et la reconnaissance, se disputant sur ses traits, alors qu'il fixait la femme assise seule contre le mur. Mademoiselle Evelyne. La voix était plus âgée maintenant, plus grave avec la maturité, mais quelque chose dans sa cadence la transporta 30 ans en arrière, dans une petite salle de classe où un garçon en difficulté avait enfin prononcé son nom correctement pour la première fois. Elle leva les yeux, ses yeux fatigués s'écarquillant alors que la reconnaissance se manifestait. « Darren ?» Le nom sortit à peine plus qu'un murmure, suivi d'une inspiration plus vive. « Darren Matthews ?» L'homme, manifestement réussi, maintenant rayonnant de la confiance que l'argent et la position procurent, traversa le hall d'un pas décidé, ses chaussures en cuir italien claquant sur le marbre. De près, elle pouvait voir le garçon qu'elle avait autrefois connu dans ses traits, les mêmes yeux bienveillants, maintenant cernés de rides du sourire, le même sourire légèrement de travers qui s'était illuminé lorsqu'il avait enfin maîtrisé un passage de lecture particulièrement difficile. « Que faites-vous ici ? Plus important encore, pourquoi êtes-vous assise seule ?» Sa voix portait une pointe maintenant, alors qu'il regardait autour de lui, analysant la situation avec le regard perçant de quelqu'un formé pour remarquer les détails. Avant qu'elle ne puisse pleinement expliquer, Victoria apparut à son coude, sa manière complètement transformée. « Monsieur Matthews, je ne vous attendais pas avant demain, quel plaisir de vous voir. »« Pourquoi ?» demanda Darren, sa voix tombant à un calme menaçant. Mademoiselle Evelyne est-elle assise sur cette chaise au lieu d'être aidée? Le sourire de Victoria faiblit légèrement. Eh bien, il y avait des problèmes de vérification, avec son dépôt. Le montant semblait inhabituel compte tenu des circonstances. Circonstances? Les sourcils de Darren se haussèrent. Quelles circonstances seraient ce? Le chèque est de près de 8 000 € et elle, Victoria désigna vaguement l'apparence d'Evelyne. Il semblait prudent d'être extrêmement prudente. Le silence qui suivit fut assourdissant. Evelyne pouvait voir la mâchoire de Darren se crisper,
comme elle le faisait quand il essayait de maîtriser son tempérament enfant. Mais maintenant, au lieu des éclats de colère frustrés de la jeunesse, sa colère était froide et maîtrisée, bien plus intimidante que n'importe quel cri n'aurait pu l'être. « Cette femme, dit-il, sa voix portant clairement à travers, le hall soudainement silencieux, m'a appris à lire quand tout le monde avait renoncé à moi. Elle restait après l'école tous les jours pendant 2 ans, travaillant avec moi quand je ne pouvais pas faire la différence entre B et D. » Le visage de Victoria était devenu pâle, mais Darren continua, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Quand mon père est parti et que ma mère s'est effondrée, Mademoiselle Evelyn est venue à notre appartement avec des provisions de sa propre cuisine. Elle a écrit des lettres à la compagnie d'électricité quand ils ont menacé de couper le courant. Elle m'a acheté des vêtements pour l'école quand les miens étaient trop petits, disant à tout le monde qu'ils étaient des dons de son neveu pour que je ne sois pas gêné. » Evelyn sentit des larmes picoter ses yeux, alors que les souvenirs affluaient, des souvenirs qu'elle avait chéris, mais dont elle n'avait jamais parlé à personne. Elle se souvint de ce petit garçon qui venait à l'école affamé, plus souvent qu'autrement, qui arrivait avec des bleus qu'il était trop fier pour expliquer, qui luttait si fort avec la lecture que d'autres professeurs avaient voulu l'étiqueter, comme ayant des difficultés d'apprentissage. Quand j'ai finalement obtenu mon diplôme du lycée, à peine mais je l'ai fait, elle m'a aidé à postuler au collège communautaire. Elle m'a conduit aux entretiens quand je n'avais pas de voiture. Elle a relu mes demandes de transfert à l'université de Northwestern. Elle a cru en moi quand je n'arrivais pas à croire en moi-même. Toute la banque était devenue silencieuse maintenant, chaque conversation interrompue alors que les gens se tournaient pour écouter. Victoria avait l'air de vouloir disparaître dans le sol en marbre. « Alors je vous le demande à nouveau, » continua Darren, ses yeux ne quittant jamais le visage de Victoria. « Pourquoi mademoiselle Evelyn est-elle assise sur cette chaise au lieu d'être traitée avec le respect qu'elle mérite ?» La bouche de Victoria s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Nous étions juste... Le protocole. Standard. Protocole standard. Darren s'approcha, sa voix baissant encore plus. Juger quelqu'un par son manteau au lieu de son caractère, supposer qu'une enseignante, une fonctionnaire qui a consacré sa vie à l'éducation des enfants, ne pouvait pas avoir un chèque légitime? Il se tourna pour faire face à la foule rassemblée, sa voix s'élevant maintenant. « Tout le monde voit cette femme? C'est mademoiselle Evelyn Patterson. Elle a enseigné à l'école élémentaire Lincoln pendant plus de 25 ans avant. Que les réductions budgétaires n'obligent l'école à combiner les classes et à réduire le personnel. Elle a donné des cours de soutien à des centaines d'élèves, dépensé son propre argent pour les fournitures scolaires, resté tard tous les jours pour aider les enfants qui avaient besoin d'une attention particulière. » Se retournant vers Victoria, son expression s'endurcit. « Et vous avez regardé et vu quoi? Une fraude potentielle? Quelqu'un qui ne mérite pas la courtoisie de base ?» Victoria balbutia une tentative d'excuse, mais Darren leva la main pour la faire taire. « Mademoiselle Evelyn, » dit-il, sa voix douce alors qu'il se retournait vers son ancienne enseignante. « Vous n'avez pas besoin de déposer ce chèque. » La confusion brouilla ses traits. « Je ne comprends pas. Cette subvention est merveilleuse, et vous la méritez absolument. Mais ce n'est pas suffisant. » Il fouilla dans sa veste, sortant son téléphone. « Je vais transférer 50 000 € sur votre compte tout de suite. Considérez-le comme un acompte sur ce que je vous dois. »« Darren, non. » Evelyn se leva rapidement, sa main se tendant vers lui. « Je ne peux pas accepter. Vous le pouvez et vous le ferez. » Son ton ne souffrait aucune discussion. « Vous m'avez donné une base quand je n'en avais aucune. Vous m'avez appris que j'avais de la valeur quand le monde disait le contraire. Tout ce que j'ai accompli a commencé dans votre classe. » Il désigna la banque opulente. « Je suis le PDG de cette banque, mademoiselle Evelyn, président du conseil d'administration. Ce bâtiment tout entier m'appartient, et tous ceux qui y travaillent pour moi. » Le choc sur tous les visages était palpable. Victoria avait l'air de pouvoir s'évanouir. « Avec effet immédiat, » annonça Darren à la salle, « nous créons le fonds pour les éducateurs Evelyn Patterson. 5 millions d'euros de subventions pour les enseignants qui se surpassent, administrés ici même, dans cette succursale. » Il se tourna vers Victoria, dont la carrière était sur le point de se terminer, et ils le savaient tous les deux. « Quant à vous, Madame Hayes, vous êtes licenciée. La sécurité vous escortera. Votre dernier chèque de paie vous sera envoyé par la poste. » Victoria ouvrit la bouche pour protester,
mais 2 agents de sécurité s'approchèrent déjà. Alors qu'ils l'emmenaient, Darren leur lança. « Assurez-vous qu'elle sorte par la porte d'entrée. Je veux que tout le monde voie que dans ma banque, nous honorons ceux qui enseignent à nos enfants. » La foule éclata en applaudissements, alors que Victoria disparaissait par l'entrée, ses talons claquant en une rapide retraite contre le marbre. Plusieurs personnes pleuraient ouvertement, émues par le revirement dramatique dont elles avaient été témoins. Darren se retourna vers Evelyn, son expression douce maintenant, montrant des aperçus de ce petit garçon qu'elle avait autrefois connu. « Venez avec moi dans mon bureau. Nous avons 30 ans à rattraper. Et je veux entendre parler de chaque élève que vous avez aidé depuis que j'ai quitté votre classe. » Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur privé, l'esprit d'Evelyn était bouleversé par l'impossibilité de tout cela. Le lecteur en difficulté avec lequel elle avait travaillé si patiemment était devenu cet homme puissant qui suscitait le respect et la richesse au-delà de son imagination. Pourtant, dans ses yeux, elle pouvait encore voir ce garçon avide qui avait finalement réussi à lire sa première phrase complète à haute voix. L'ascenseur monta silencieusement vers l'étage des dirigeants, où des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue panoramique de la ligne d'horizon de Paris. Le bureau de Darren était une étude d'élégance discrète. Bureau en acajou, chaises en cuir, murs tapissés de diplômes et de récompenses. Mais ce qui attira l'attention d'Evelyn, ce fut une photo encadrée sur son bureau, sa classe de CM1 d'il y a 30 ans. « Vous avez gardé ça ?» demanda-t-elle, touchant doucement le cadre. « Elle a été sur tous les bureaux que j'ai jamais. »« répondit-il. « Un rappel d'où je viens et de qui a cru en moi en premier. » Alors qu'il s'installait dans des fauteuils confortables près de la fenêtre, Darren versa 2 tasses de café provenant d'une machine coûteuse, ajoutant de la crème comme elle l'aimait tant toutes ces années auparavant, quand elle avait partagé son thermos avec lui pendant la récréation. « Racontez-moi tout, » dit-il, se penchant en avant avec la même avidité qu'il avait manifesté enfant lorsqu'elle avait promis de lui lire une histoire. « Qu'est-ce qui s'est passé après que j'ai obtenu mon diplôme? Comment avez-vous fini? Par lutter ?» Evelyn sentit le poids des années peser sur elle alors qu'elle commençait à parler, mais pour la première fois depuis des décennies, elle se sentit véritablement entendue. Elle lui parla des coupes budgétaires qui avaient éliminé les programmes d'art qu'elle avait aimés, des effectifs de classe qui avaient gonflé jusqu'à ce que l'attention personnelle devienne impossible, d'avoir utilisé son propre argent pour les fournitures jusqu'à ce que ses économies fondent. Elle parla d'autres élèves comme lui, des enfants issus de foyers brisés qui avaient tant besoin d'aide supplémentaire, de patience supplémentaire, d'amour supplémentaire. Elle décrivit les soirées passées à donner des cours de soutien aux enfants dont les parents exercèrent plusieurs emplois, les week-ends passés à corriger des copies et à préparer des leçons, à acheter des manteaux d'hiver pour les élèves qui venaient à l'école en grelottant. J'ai continué à enseigner parce que je crois toujours, que chaque enfant mérite quelqu'un qui voit son potentiel. Mais, en cours de route, le monde a cessé de valoriser les enseignants. Nous sommes devenus remplaçables, jetables. J'ai vu des collègues s'épuiser et partir. J'ai vu de jeunes éducateurs brillants abandonnés avant même d'avoir commencé. Darren écouta chaque mot, la façade du brillant homme d'affaires s'effondrant pour révéler l'homme émotif en dessous. Quand elle eut fini, il y avait des larmes dans ses yeux. « Vous n'avez jamais arrêté, dit-il doucement. Même quand cela vous a coûté tout. Que pouvais-je faire d'autre? Ces enfants avaient besoin de moi. Et aujourd'hui, je peux rendre l'appareil. » Il se leva, se dirigea vers son bureau et appuya sur un bouton de son téléphone. « Sarah, faites apparaître les informations du compte de Mademoiselle Patterson et la paperasse pour la création du fonds pour les éducateurs. Appelez également la presse. Je veux que tous les médias parisiens soient au courant de cette affaire. »« Darren, c'est trop, » protesta Evelyn. « Je n'ai jamais fait ce que j'ai fait pour la reconnaissance ou la récompense. »« Je sais, » répondit-il. « C'est exactement pourquoi vous méritez les deux. Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. » Les semaines suivantes transformèrent la vie d'Evelyn d'une manière qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le journal Le Figaro a publié un article en première page sur l'enseignante, dont l'ancien élève était devenu l'un des PDG les plus puissants de la ville. Les chaînes d'information locales se sont bousculées pour des interviews, chacune mettant en valeur le pouvoir de l'éducation dévouée
et l'impact transformateur qu'un enseignant attentionné pouvait avoir. Mais au-delà de l'attention médiatique, un réel changement était en train de prendre racine. Le Fonds pour les éducateurs. Evelyn Patterson avait reçu des dons de tout le pays, des enseignants partageant les histoires de leur propre lutte, des chefs d'entreprise se souvenant des éducateurs qui avaient façonné leur vie, des parents reconnaissant envers ceux qui avaient aidé leurs enfants à réussir. Evelyn se retrouva au centre d'un mouvement qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lancer. Les engagements de conférencière remplissaient son agenda, car les écoles, les conférences et les organisations sollicitaient sa présence. Elle parlait de ses expériences avec chaleur et humour, jamais amère malgré ses difficultés, se concentrant toujours sur la joie qu'elle avait trouvée dans l'enseignement et l'espoir qu'elle maintenait pour l'avenir de l'éducation. Le Fonds a fourni plus que de l'argent, il a créé un réseau de soutien pour les éducateurs à l'échelle nationale. Les enseignants pouvaient postuler non seulement pour des fournitures scolaires ou une assistance personnelle, mais aussi pour le développement professionnel, des congés sabbatiques afin de poursuivre des diplômes supérieurs ou des subventions pour mettre en œuvre des programmes innovants dans leurs écoles. Darren avait tenu sa promesse de l'honorer, mais plus important encore, il avait utilisé sa position pour mettre en évidence le rôle essentiel que les enseignants jouaient dans la société. La banque elle-même devint un endroit différent, avec des photos d'éducateurs honorés affichées en évidence dans chaque succursale, des citations sur l'enseignement affichées sur des écrans numériques et des politiques garantissant que toute personne travaillant dans l'éducation reçoive un traitement préférentiel et des services spéciaux. La réunion dans le bureau de la direction eut lieu 6 mois après cette journée qui a changé la vie dans la banque. Evelyn était assise en face de Darren dans sa salle de conférence privée, s'habituant encore à son rôle de directrice du fonds, un poste qui s'accompagnait d'un salaire plus élevé qu'elle n'avait jamais osé rêver. Ils examinaient les demandes pour la 2e série de subventions du fonds lorsque l'assistante de Darren frappa à la porte. « Monsieur, l'équipe du documentaire est prête pour vous. » Les joues d'Evelyn rougirent. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils font un film sur tout ça. »« Sur vous, » corrigea Darren. « Et il devrait. Votre histoire doit être racontée. Non seulement pour ce qui s'est passé dans cette banque, mais aussi pour chaque jour que vous avez passé dans cette salle de classe à changer des vies. » Alors qu'il se préparait pour l'interview, Evelyn réfléchit à la façon dont sa vie était devenue surréaliste. La même femme qui s'inquiétait de pouvoir se payer l'épicerie avait maintenant une sécurité financière au-delà de ses rêves les plus fous. L'enseignante qui avait été ignorée et rejetée était maintenant à la une des magazines et invitée à prendre la parole lors de conférences prestigieuses. Mais le changement le plus significatif était peut-être moins tangible. Des enseignants de tout le pays avaient tendu la main pour partager leurs propres histoires, inspirés par son exemple, à persévérer malgré les difficultés. Les parents ont commencé à voir les éducateurs différemment, plaidant plus vigoureusement pour une meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail. Les élèves qui avaient autrefois pris leurs enseignants pour acquis ont commencé à exprimer leur appréciation plus ouvertement. L'équipe du documentaire installa son équipement pendant qu'Evelyn et Darren prenaient place. L'intervieweuse, une journaliste chevronnée qui avait couvert des histoires humaines pendant des décennies, sourit chaleureusement alors qu'elle examinait ses notes. « Madame Patterson, Monsieur Matthews, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Cette histoire a touché des gens du monde entier. Pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez d'être passé de cette journée difficile dans la banque à ce moment-ci » Evelyn jeta un coup d'œil à Darren, voyant non pas le puissant PDG, mais le garçon qui avait autrefois eu du mal à lire des phrases simples. « C'est comme un rêve, honnêtement. Mais si mon histoire peut aider d'autres enseignants à se sentir valorisés, si elle peut changer la façon dont nous traitons les éducateurs dans ce pays, alors chaque moment difficile en valait la peine. » Darren hocha la tête en signe d'approbation. Ce qui s'est passé ce jour-là ne concernait pas seulement le mauvais traitement d'une enseignante, c'était une société qui avait perdu de vue ce qui compte vraiment. Mademoiselle Evelyn ne m'a pas seulement appris à lire, elle m'a appris à voir au-delà des circonstances, à valoriser le caractère plutôt que l'apparence, à ne jamais abandonner quelqu'un qui est en difficulté. L'interview se poursuivit pendant des heures, couvrant tous les aspects de leur histoire. Ils parlèrent des problèmes systémiques auxquels l'éducation est confrontée, de l'importance de soutenir les enseignants
et de l'effet d'entraînement que la gentillesse d'une personne pouvait avoir pendant des décennies. Alors que l'équipe rangeait son matériel, le téléphone de Darren vibra avec un message texte. Il sourit en le lisant, puis montra l'écran à Evelyn. « Ma fille, expliqua-t-il, elle est en première année d'enseignement maintenant. Elle dit qu'elle imprime une citation de vous chaque matin et qu'elle la met sur la porte de sa salle de classe. » Les yeux d'Evelyn brillèrent. Quelle citation! « Chaque enfant qui franchit votre porte est le monde entier de quelqu'un. Traitez-les en conséquence. » Je ne me souviens pas avoir dit ça. Vous ne vous souvenez peut-être pas l'avoir dit, mais je me souviens l'avoir entendu. Le jour de ma rentrée dans votre classe, alors que j'étais terrifié et sûr d'échouer à nouveau, vous vous êtes agenouillé à ma hauteur et avez dit ces mots exacts. Le poids de son héritage s'abattit sur Evelyn comme une étreinte, chaleureuse. Chaque soirée passée à corriger des copies, chaque euro dépensé de sa poche, chaque moment de patience avec un enfant en difficulté, tout cela avait conduit à cette multiplication de l'impact qui s'étendait bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ce soir-là, Evelyn retourna dans son appartement rénové, le même où elle avait vécu pendant des années, mais maintenant complètement transformé. Le toit qui fuyait avait bien sûr été réparé, mais Darren avait insisté sur bien plus encore. De nouveaux planchers de bois franc brillaient sous ses pieds, des appareils modernes ronronnaient efficacement dans la cuisine et des bibliothèques intégrées contenaient son œuvre croissante de manuels scolaires et de romans. Mais son ajout préféré était le petit bureau où elle travaillait sur les demandes du fonds. Ici, entourée de photos d'élèves d'hier et d'aujourd'hui, elle examinait les demandes d'aide et prenait des décisions qui changeraient des vies. Chaque demande racontait une histoire, des enseignants luttant pour subvenir aux besoins de leur propre famille, tout en se donnant à fond dans leur salle de classe, des éducateurs dans des districts ruraux travaillant avec du matériel obsolète, de jeunes diplômés sombrant dans les prêts étudiants tout en essayant de faire une différence. Un coup à sa porte interrompit son travail. Elle ouvrit et trouva Madame Chen, sa voisine âgée, tenant une assiette de biscuits fait maison. « J'ai encore vu les lumières allumées tard », dit Madame Chen avec un sourire entendu. « Vous travaillez trop même maintenant. »« Surtout maintenant », répondit Evelyn, acceptant les biscuits avec gratitude. « Il y a tellement de choses à faire, tant de gens à aider. » Madame Chen entra, jetant un coup d'œil autour de l'espace transformé. « Vous savez, pendant toutes les années où vous avez vécu ici avant, je ne vous ai jamais entendu vous plaindre. Pas une seule fois, même quand je savais que vous aviez des difficultés. Cela en dit long sur votre caractère. » Elles s'assirent, ensemble dans le salon, partageant des biscuits et du thé, tandis que Madame Chen partageait les potins du bâtiment et qu'Evelyn décrivait ses derniers projets avec le fonds. C'était un simple moment de connexion qui lui rappela que le succès n'avait pas changé qui elle était au fond d'elle. La célébration du premier anniversaire eut lieu dans la grande salle de bal de l'hôtel le plus prestigieux de Paris. Près de 500 personnes y assistèrent. Des enseignants qui avaient reçu des subventions, des administrateurs dont les écoles avaient été transformées, des élèves dont la vie avait été changée et des chefs d'entreprise qui avaient été inspirés à soutenir l'éducation. Evelyn se tenait au podium, regardant des visages qui représentaient l'espoir, le changement et la possibilité. Derrière elle, un écran géant affichait des photos de la première année du fonds, des salles de classe équipées de nouvelles technologies, des enseignants poursuivant des études supérieures, des programmes innovants atteignant des communautés mal desservies. « Lorsque je suis entrée dans cette banque il y a 1 an, commença-t-elle, sa voix portant clairement dans la salle silencieuse, je portais plus qu'un chèque. Je portais le poids de 27 ans d'enseignement, les difficultés de ma profession, et l'espoir que l'éducation puisse encore transformer des vies. » Elle fit une pause, trouvant Darren dans le public, assis avec sa femme et sa fille, tous rayonnant de fierté. « J'ai appris ce jour-là que parfois nos moments les plus sombres peuvent devenir des portes d'entrée vers quelque chose d'extraordinaire. Mais plus important encore, on m'a rappelé que les graines que nous plantons en tant qu'enseignants ne cessent jamais de croître. Nous ne voyons pas toujours la récolte, mais elle est là, enracinée dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. » Les applaudissements furent tonitruants, mais Evelyn leva la main pour continuer. « Ce fonds a aidé des centaines d'enseignants au cours de sa première année, mais notre travail ne fait que commencer. Chaque enfant mérite un enseignant qui croit en lui. Chaque éducateur mérite d'être valorisé et soutenu.
Chaque salle de classe devrait être un lieu où les rêves prennent leur envol. Elle désigna l'écran derrière elle, montrant maintenant une photo de sa classe de CM1 actuelle. Un nouveau poste d'enseignante à temps partiel dans une école d'un quartier difficile. Certaines personnes se demandent pourquoi je suis retournée en classe, alors que je pourrais être assise confortablement. La réponse est simple, c'est ici que j'appartiens. Pas dans les salles de réunion ou à la télévision, mais avec des enfants qui ont besoin de savoir que quelqu'un croit en eux. Ces derniers mots firent se lever la foule. L'enseignement n'est pas seulement une profession, c'est une vocation. C'est le courage de voir le potentiel en chaque enfant, même quand il ne peut pas le voir lui-même. C'est la détermination de persister quand d'autres abandonneraient. C'est la foi que la lutte d'aujourd'hui est l'histoire à succès de demain. Après la fin du programme officiel, Evelyne se déplaça dans la foule, saluant les enseignants, qui avaient fait le voyage de tout le pays juste pour la remercier. Chaque conversation la remplissait de joie et d'un but renouvelé. Elle entendait histoire après histoire de vies changées, de programmes créés, d'enfants atteints. Vers la fin de la soirée, alors que la foule commençait à s'éclaircir, une jeune femme s'approcha d'elle avec hésitation. Elle sortait à peine du collège, son badge d'identification d'enseignante portant l'inscription « École élémentaire Roosevelt, cours préparatoire ». « Madame Patterson, je suis Emily Johnson. J'ai reçu l'une de vos subventions le mois dernier. » « Oh oui !» Le visage d'Evelyne s'illumina de reconnaissance. « Le programme d'alphabétisation pour les apprenants de langue anglaise. Comment ça ?»« Space ?» Au-delà de mes rêves les plus fous. Mais ce n'est pas pour cela que je voulais vous parler. La voix d'Emily trembla légèrement. Le jour où j'ai lu ce qui vous était arrivé dans cette banque, j'étais prête à abandonner. J'enseignais depuis 2 ans, utilisant mes cartes de crédit pour acheter des fournitures, travaillant le soir dans un café juste pour joindre les deux bouts. Je me sentais si découragé, si peu apprécié. Elle fit une pause, se reprenant. Lire votre histoire m'a rappelé pourquoi je suis devenue enseignante. Voir comment vous n'avez jamais abandonné, malgré tout, m'a inspiré à continuer. Et maintenant, avec la subvention, je ne fais pas que survivre, je m'épanouis. Mais élèves lisent à des niveaux supérieurs à leur classe. Les parents s'impliquent. Toute la culture scolaire est en train de changer. Des larmes coulaient sur les visages des deux femmes alors qu'elles s'embrassaient. Autour d'elles, des scènes similaires se déroulaient alors que les enseignantes se connectaient, partageant leurs histoires et puisant leurs forces les unes des autres. Darren apparut à leur côté, ses propres yeux embués. « C'est exactement ce que mademoiselle Evelyne voulait, » dit-il à Emily. « Non pas seulement donner de l'argent, mais rappeler aux enseignants leur valeur, leur impact, leur importance. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Evelyne se tenait sur le balcon de l'hôtel, regardant la ligne d'horizon de Paris scintiller dans l'obscurité. La ville qui avait autrefois semblé si indifférente à ses difficultés, lui semblait maintenant être le foyer d'un mouvement qui changeait la façon dont la société considérait l'éducation. « Des regrets ?» demanda Darren, la rejoignant, à la rambarde. Elle réfléchit sérieusement à la question. Aucun concernant le travail. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si ce jour-là, à la banque, s'était déroulé différemment, si j'avais simplement déposé le chèque et été parti. Mais ensuite, je me souviens, ce jour-là ne concernait pas l'argent. Il s'agissait de reconnaissance, de respect, de dignité. Des choses que les enseignants méritent chaque jour, et pas seulement quand leurs anciens élèves réussissent. Vous avez donné cela à des milliers d'enseignants maintenant. Nous avons donné cela, corrigea-t-elle. Rien de tout cela n'aurait été possible sans votre succès, votre plateforme, votre engagement à changer les choses. Ils restèrent un instant dans un silence confortable avant que Darren ne parle à nouveau. J'ai une confession. Ce jour-là, quand je suis entré dans la banque, ce n'était pas accidentel. J'essayais de vous retrouver depuis des années, voulant vous remercier comme il se doit. Mon assistante vous avait finalement localisé, et je venais à la banque précisément pour leur demander d'organiser une rencontre. Evelyne se tourna pour le regarder avec surprise. « Vous me cherchiez ?» Pendant 5 ans, chaque succès que j'ai obtenu, chaque étape importante que j'ai franchie, je voulais le partager avec la personne qui l'a rendu possible. Quand je vous ai vue assise sur cette chaise, traitée avec autant de manque de respect, cela m'a brisé le cœur et m'a enragé en même temps. C'est donc pour ça que vous avez réagi si vivement. Je ne pouvais pas laisser qui que ce soit vous traiter de cette façon.
Vous m'avez donné de la dignité quand je n'en avais aucune. Vous avez vu de la valeur en moi quand d'autres voyaient. Une cause perdue. Je devais m'assurer que vous receviez le même traitement. » Ils regardèrent les lumières d'un avion clignoter dans le ciel nocturne, ses passagers ignorant l'histoire qui se déroulait en dessous. Quelque part dans la ville, des enseignants préparaient leurs leçons pour demain, veillant tard pour corriger des copies, dépensant leur propre argent pour acheter des fournitures pour leurs élèves. Mais maintenant, ils le faisaient en sachant qu'ils n'étaient pas invisibles, qu'ils n'étaient pas oubliés, qu'ils n'étaient pas seuls. Le dernier chapitre de notre histoire commence 2 ans plus tard, alors qu'Evelyn se préparait à prendre sa retraite de la salle de classe une dernière fois. À 73 ans, elle se sentait prête à se concentrer entièrement sur la fondation qui avait grandi au-delà de toute imagination. Des succursales étaient désormais opérationnelles dans 12 départements, au service de milliers d'enseignants chaque année. Des partenariats d'entreprises assuraient un financement durable et un programme de mentorat mettait en relation des éducateurs expérimentés avec ceux qui commençaient tout juste leur carrière. Son dernier jour à l'école élémentaire Roosevelt fut tout ce qu'un enseignant pouvait espérer. Des élèves actuels et anciens remplirent l'auditorium, ainsi que des parents, des collègues et des membres de la communauté. Les murs affichaient des décennies de lettres de remerciement, des photos de succès d'élèves et des œuvres d'art d'innombrables enfants dont elle avait touché la vie. Le directeur de l'école, le Dr Williams, se leva pour s'adresser à la foule. « Au cours de mes 30 années dans l'enseignement, je n'ai jamais vu un enseignant plus aimé ou plus influent que mademoiselle Evelyn. Elle aurait pu prendre sa retraite après ce qui s'est passé à la banque, aurait pu profiter de son succès dans le confort. Au lieu de cela, elle a choisi de retourner dans la salle de classe, de continuer à enseigner, de continuer à se battre pour chaque enfant qui franchissait sa porte. » Un par un, des élèves et d'anciens élèves prirent le micro pour partager ce que Evelyn avait signifié pour eux. Il y avait Michael qui avait lutté contre l'autisme jusqu'à ce qu'Evelyn crée des stratégies d'apprentissage spéciales juste pour lui. Il étudiait maintenant l'ingénierie à l'école polytechnique. Sarah, dont la situation familiale avait été chaotique, se souvint de la façon dont Evelyn avait apporté stabilité et encouragement. Elle était maintenant assistante sociale et aidait d'autres enfants à risque. James, qui avait eu des problèmes de comportement, a reconnu qu'Evelyn avait su voir au-delà de sa colère l'enfant blessé en dessous. Il était devenu conseiller spécialisé dans les traumatismes. Mais peut-être l'hommage le plus émouvant vint-il d'Antonio, un garçon de sa classe actuelle qui était arrivé à Paris il y a 6 mois, ne parlant pas un mot de français et traumatisé par le voyage d'immigration de sa famille. « Mademoiselle, Evelyn ne m'a pas seulement appris des mots, dit-il avec hésitation au micro. Elle m'a appris que j'avais ma place ici. Elle m'a appris que mes rêves étaient aussi réels. » Quand Evelyn prit finalement la parole, les applaudissements durèrent près de 5 minutes. Elle attendit patiemment, souriant à travers les larmes, les mains calmement jointes devant elle. « Merci à tous pour cet incroyable honneur, » commença-t-elle, sa voix forte malgré son émotion. « Mais je dois dire, l'honneur a été le mien. Chacun d'entre vous, chaque élève que j'ai enseigné, chaque parent avec lequel j'ai travaillé, chaque collègue dont j'ai appris, vous avez tous été mes professeurs aussi. » Elle regarda la mère de visage, voyant non seulement le moment présent, mais aussi l'accumulation de 40 ans dans l'enseignement. L'enseignement m'a choisi bien avant que je ne le choisisse. Ce fut la vie la plus difficile et la plus enrichissante que je puisse imaginer. Il y a eu des moments où je me suis demandé si je faisais une différence, si quelqu'un remarquait ou se souciait de quelque chose. Son regard trouva Darren dans le public, maintenant accompagnée de sa fille, qui était devenue elle-même une éducatrice passionnée, perpétuant le cycle d'inspiration. Mais j'ai appris que nous plantons des graines chaque jour en tant qu'enseignants. Nous ne les voyons pas toujours grandir, mais elles poussent bel et bien. Elles deviennent médecins et avocats, mécaniciens et artistes, parents et enseignants. Elles deviennent des personnes qui se souviennent de la gentillesse, qui transmettent l'encouragement, qui croient au potentiel des autres. Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. Les événements de la banque il y a 2 ans ont changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais ils m'ont aussi appris quelque chose d'important. Notre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres nous voient, mais par la vérité de ce que nous sommes et de ce que nous contribuons.
Chaque enseignant dans cette salle est précieux, important, irremplaçable. Le public était suspendu à chaque mot alors qu'elle continuait. Je prends ma retraite de la salle de classe, mais je ne prends pas ma retraite de l'enseignement. Grâce à la Fondation, grâce au mentorat de nouveaux éducateurs, grâce au partage de nos histoires, je continuerai à me battre pour les enseignants et les élèves, partout. Car l'éducation, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances, c'est susciter la curiosité, bâtir la confiance et montrer à chaque enfant qu'il compte. Ces derniers mots résonnèrent dans l'auditorium. À mes chers collègues enseignants, n'oubliez jamais le pouvoir que vous détenez. Chaque leçon que vous enseignez, chaque mot gentil que vous prononcez, chaque moment de patience que vous manifestez, ceci se répercute de manière que vous ne connaîtrez peut-être jamais pleinement. Vous plantez des forêts de possibilités, des jardins d'espoir, des champs de rêves. Elle désigna Antonio et ses autres élèves actuels. Et à mes chers élèves, passés et présents, vous êtes ma plus grande réussite. Vous êtes la preuve que l'enseignement compte, que la bienveillance fait une différence, que l'espoir n'est jamais vain. Transmettez ce que vous avez appris, soyez gentils envers les autres, et souvenez-vous, vous avez tous le pouvoir de changer le monde. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que les gens commençaient à se mêler, partageant des souvenirs et exprimant leur gratitude, Evelyn remarqua une agitation près de l'entrée. Victoria Hayes se tenait incertainement près de la porte, hésitant visiblement à entrer. Evelyn s'excusa de la conversation qu'elle avait et alla directement vers son ancien adversaire. Le visage de Victoria était un mélange de honte, de regret et d'hésitation. « Mademoiselle Evelyn, » commença Victoria, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne savais pas si je devais venir. »« Je suis heureuse que vous l'ayez fait, » répondit Evelyn avec une chaleur sincère. « J'ai voulu vous présenter mes excuses pendant 2 ans, » continua Victoria, les mots défilant à la hâte. « Ce que j'ai fait était mal, inexcusable. Je vous ai jugé sur l'apparence, sur des suppositions, sur des préjugés dont je ne m'étais même pas rendu compte que je les avais. J'ai perdu mon emploi, ce que je méritais, mais pire, je n'ai pas vu la personne qui était devant moi. » Evelyn écouta patiemment, voyant non pas la directrice de banque arrogante de ce jour-là, mais une femme portant le poids de ses erreurs. « J'ai passé ces 2 années à apprendre, à grandir, à essayer de comprendre pourquoi j'ai agi de cette façon, » continua Victoria. « Je fais du bénévolat maintenant, dans un centre d'alphabétisation. J'essaie de redonner, d'être meilleur. » « Et c'est exactement ce qui compte, » dit Evelyn, tendant la main pour toucher le bras de Victoria. « Nous faisons tous des erreurs. La question est de savoir ce que nous faisons après. » Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. « Je ne mérite pas votre pardon. »« Le pardon n'est pas une question de mérite, » répondit Evelyn doucement. « C'est une question de guérison pour nous deux. Je vous ai pardonné il y a longtemps, non pas pour excuser vos actes, mais pour me libérer de la colère. » Elle se tenaient ensemble dans l'embrasure de la porte, d'anciennes adversaires désormais liés par une humanité et une croissance partagée. Autour d'elle, la célébration continuait, mais ce moment de réconciliation silencieuse a en quelque sorte capturé le véritable esprit de l'enseignement, la conviction que les gens peuvent changer, grandir et devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités partaient, Evelyn se tenait seule dans sa salle de classe vide pour la dernière fois. Des boîtes contenaient ses affaires personnelles, photos, livres, cadeaux faits à la main par les élèves. Les murs étaient désormais nus, prêts pour le prochain enseignant qui les remplirait de nouveaux souvenirs. Darren la trouva là, assise à son bureau, regardant pensivement autour de la pièce. « Deuxième pensée ?» demanda-t-il, s'installant. Dans un bureau d'élèves qui semblait comiquement petit pour sa grande taille. « Jamais !» répondit-elle fermement. « Mais il est difficile de quitter un endroit qui a été un foyer pendant si longtemps. Chaque égratignure sur ses bureaux, chaque tache sur la moquette, elle raconte toutes des histoires. La Fondation a besoin de toute votre attention maintenant. Nous nous développons dans les écoles internationales, vous vous souvenez ?» Evelyn hocha la tête, l'excitation scintillant dans ses yeux, malgré la mélancolie du départ. « Je n'aurais jamais imaginé, lorsque vous avez transféré cet argent ce jour-là, que nous aiderions les enseignants de 12 pays, des milliers d'éducateurs qui peuvent désormais se concentrer sur l'enseignement au lieu de s'inquiéter de leurs besoins essentiels. » Ils restèrent dans un silence confortable, regardant le concierge balayer le couloir à l'extérieur.
Les bruits familiers d'une école vide après les heures de classe, le ronronnement des lumières, le cliquetis lointain des tuyaux de chauffage, l'écho des pas, ne seraient bientôt plus que des souvenirs. Vous savez ce qui est le mieux? Réfléchit Evelyne. Ce n'est pas l'argent, bien que ce soit merveilleux. C'est la reconnaissance. Les enseignants du monde entier sont valorisés comme ils ne l'ont pas été depuis des décennies. Les conseils scolaires augmentent les budgets. Les parents manifestent plus d'appréciation. La société comprend enfin ce que nous avons toujours su, que l'enseignement est l'une des professions les plus importantes au monde. Darren sourit. Votre histoire a lancé quelque chose, mademoiselle Evelyne, mais c'est le travail de votre vie qui le maintient. Un coup à l'embrasure de la porte les interrompit. Le docteur Williams entra, suivi de Maria Santos, une enseignante de 2e année qui allait prendre la relève de la classe d'Evelyne. Maria a une demande, dit le docteur Williams avec un sourire. La jeune enseignante s'avança nerveusement, tenant un paquet joliment emballé. Mademoiselle Evelyne, je sais que vous emportez vos effets personnels, mais je me demandais, pourriez-vous laisser quelque chose derrière? Quelque chose qui représente votre héritage ici? Evelyne regarda autour de la pièce vide, réfléchissant. Puis elle se leva et alla à l'une des boîtes, sortant une petite plante en pot qui avait été sur son rebord de fenêtre pendant 15 ans. Elle était issue d'une petite bouture qu'un parent lui avait donnée et était devenue une verdure, robuste qui avait assisté à d'innombrables leçons. « C'est Rosa, dit-elle, plaçant la plante sur le rebord de la fenêtre où elle avait toujours vécu. Un parent me l'a donnée il y a des années, en disant que, comme l'enseignement, elle deviendrait plus forte et plus belle avec le temps et les soins. Elle a vu chaque élève qui s'est assis sur ses sièges, a été témoin de chaque percée, de chaque difficulté, de chaque triomphe. Les yeux de Maria se remplirent de larmes en acceptant le cadeau symbolique. « Je promets d'en prendre grand soin. »« Et elle prendra soin de vous, » répondit Evelyne. « Il y a eu des nuits où je suis resté tard, stressé par une journée difficile ou par un élève en difficulté, et regarder Rosa m'a rappelé que la croissance demande du temps, de la patience et du soin. Elle fera de même pour vous. » Alors, qu'elle se préparait à partir, Evelyne jeta un dernier regard sur la salle de classe qui avait été sa seconde maison. Le soleil de l'après-midi se faufilait à travers les fenêtres, illuminant des particules de poussière, dansant dans l'air, la même lumière qui avait brillé sur des dizaines de milliers de leçons, des centaines de démonstrations, d'innombrables moments de découverte. Le lendemain matin, Evelyne se réveilla dans son appartement avec un bruit inhabituel, des chants dans le couloir. Elle ouvrit sa porte et trouva un petit groupe de ses anciens élèves de différentes années, mené par Miguel Rodriguez, qu'elle avait enseigné il y a 15 ans et qui vivait maintenant dans l'immeuble. « Mademoiselle Evelyne !» cria Miguel, souriant largement. « Nous sommes venus vous faire une sérénade pour votre premier jour de retraite officielle. » Le groupe entonna une interprétation légèrement fausse mais enthousiaste de « You've made it » avec des paroles qu'ils avaient clairement écrites eux-mêmes. Des voisins sortirent de leurs appartements, certains se joignant aux applaudissements, d'autres essuyant des larmes devant ce spectacle touchant. Madame Chen apparut avec un plateau de pâtisserie du petit-déjeuner. « Je les ai préparés pour tout le monde », annonça-t-elle. « Un petit déjeuner de fête pour notre célébrité de quartier. » La fête improvisée dans le couloir était tout ce qu'Evelyne n'avait jamais su qu'elle voulait. Alors qu'ils partagèrent le petit déjeuner et les histoires, elle s'émerveilla de la façon dont son impact s'était répercuté au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Miguel était maintenant assistant social, inspiré par son enseignement pour travailler avec les jeunes défavorisés. Sarah Chen, la petite fille de Madame Chen, était devenue infirmière pédiatrique, attribuant la patience et la gentillesse d'Evelyne envers les élèves malades de lui avoir montré comment prendre soin des autres. « Vous nous avez appris plus que la lecture et les maths », dit Miguel alors que l'assemblée commençait à se disperser. « Vous nous avez appris que nous, conscients, que nos rêves étaient valables, que quelqu'un croyait en nous. C'est quelque chose que nous emportons avec nous chaque jour. » Le bureau de la fondation bourdonnait d'activité à l'arrivée d'Evelyne. L'entrepôt transformé avait été transformé en un centre d'innovation pédagogique. Les murs affichaient des success stories du monde entier, des photos de nouvelles écoles en Afrique rurale, des enseignants poursuivant des doctorats dans le centre-ville, des laboratoires de technologie créés dans des districts défavorisés d'Amérique latine. Son assistante Jennifer,
la salua avec une brassée de candidatures à examiner. « Nous avons reçu plus de 3000 candidatures ce mois-ci seulement », rapporta-t-elle avec enthousiasme. « Et les demandes d'entrevue augmentent. 60 minutes. Veut faire un suivi sur l'impact international de la Fondation. » Evelyne s'installa à son bureau, le même bureau en chaîne simple qu'elle avait utilisé dans sa salle de classe, maintenant transplanté dans ce cadre plus grandiose. Elle le préférait aux meubles de direction que Darren avait offert, trouvant du réconfort dans sa surface familière, usée par des décennies d'utilisation. La première candidature qu'elle examina était celle d'une enseignante de la campagne, montoise, qui avait besoin de fonds pour apporter une connexion Internet à son école à classe unique. La seconde était celle d'une éducatrice de Détroit, travaillant avec des réfugiés, demandant des ressources pour des programmes d'immersion linguistique. Chaque histoire représentait une vie consacrée au service, un rêve différé par des contraintes financières, une passion pour l'enseignement brûlant vive malgré les obstacles. Alors qu'elle travaillait, Darren arriva avec un rapport qui lui fit écarquiller les yeux. « L'effet d'entraînement continue d'étonner, » dit-il, tirant une chaise. « Nous avons suivi les parcours professionnels des enseignants qui ont reçu des subventions au cours de notre première année. 78% ont mis en œuvre des programmes qui profitent directement à plus de 50 000 élèves. 42% ont encadré d'autres éducateurs et 15% ont accédé à des postes de direction où ils défendent des changements systémiques dans leur district. » « C'est exactement ce que nous espérions, » souffla Evelyne. Des enseignants autonomisant d'autres enseignants, créant des vagues de changements qui s'étendent bien au-delà de toute salle de classe individuelle. Leur conversation fut interrompue par Jennifer, apportant une livraison spéciale, un colis portant le cachet du Japon. À l'intérieur, Evelyne trouva une grue en origami magnifiquement réalisée à partir de pages de plans de cours, ainsi qu'une lettre en anglais soignée de Hiroko Tanaka, une enseignante d'Osaka qui avait reçu l'une de leurs premières subventions internationales. La lettre décrivait comment le financement lui avait permis de créer un programme d'intégration artistique innovant qui avait transformé la culture de son école. Les résultats au test s'étaient considérablement améliorés, mais plus important encore, l'engagement et la créativité des élèves avaient prospéré. Le programme avait été adopté par 20 autres écoles de la préfecture et Hiroko avait été invitée à présenter à la conférence nationale sur l'éducation. « Elle dit quelque chose de beau ici », murmura Evelyne, lisant à haute voix. « Votre gentillesse a traversé les océans pour nous atteindre. Maintenant, notre succès traversera les océans pour en inspirer d'autres. » Le cercle de l'enseignement continue, génération après génération, enseignant après enseignant, cœur à cœur. Des larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle plaçait soigneusement la grue sur son bureau, à côté d'une photo de ses élèves actuels, la dernière classe qu'elle enseignerait dans une salle de classe traditionnelle, mais certainement pas les derniers enfants dont elle toucherait la vie. L'après-midi apporta une visite inattendue. Antonio, le garçon qui avait prononcé un discours si émouvant lors de sa cérémonie de retraite, apparut dans l'embrasure de la porte avec sa mère, tous deux rayonnant d'excitation. « Mademoiselle Evelyne » appela-t-il en anglais, qui s'était considérablement amélioré au cours des derniers mois. « J'ai une nouvelle. J'ai gagné le concours d'écriture de la ville. » Sa mère, rayonnant de fierté, présenta un certificat portant le sceau du ministère de l'Éducation de Paris. La dissertation qui avait remporté la première place était intitulée « Ma professeure, mon héros » et elle expliquait en détail comment Evelyne lui avait non seulement appris l'anglais, mais lui avait également montré que sa voix comptait. Alors qu'ils discutaient, Antonio mentionna quelque chose qui la laissa de glace. « Je veux être professeur comme vous », dit-il simplement. « Aider les enfants comme moi. » La profonde beauté du moment la submergea. Cet enfant, qui était arrivé, effrayé et en difficulté il y a quelques mois, rêvait maintenant d'enseigner aux autres. Le cycle continuait comme il l'avait fait avec Darren, comme il le ferait avec d'innombrables autres élèves dont la vie avait été touchée par des éducateurs dévoués. Ce soir-là, Evelyne se retrouva sur le quai de la Seine, regardant le coucher de soleil peindre le lac de magnifiques oranges et roses. La ligne d'horizon de Paris se dressait en silhouette contre le ciel, ses lumières commençant à scintiller à l'approche de l'obscurité. Quelque part dans cette ville tentaculaire, des enseignants terminaient leur premier jour des préparatifs estivaux, pensant à de meilleures façons d'atteindre leurs élèves à l'automne. Son téléphone vibra
avec un message texte du docteur Williams. Rosa s'épanouit dans sa nouvelle salle de classe. Maria dit qu'elle lui parle chaque matin avant l'arrivée des élèves, lui demandant sagesse et patience. « J'ai pensé que ça vous ferait sourire. » Evelyn sourit, imaginant la jeune enseignante perpétuant une tradition qu'il avait soutenue à travers des décennies de défis. La plante survivrait à tous, témoignant de génération en génération d'éducateurs qui trouvaient leur force dans de petits rituels et des moments de connexion paisibles. Un an plus tard, le second anniversaire de l'incident de la banque arriva avec l'éclat dont Evelyn n'était toujours pas tout à fait à l'aise. Le journal Le Monde déclara « Journée Evelyn Patterson », avec une section spéciale sur l'impact mondial de la Fondation. Le maire lui remit la clé de la ville et le préfet émit une proclamation reconnaissant ses contributions à l'éducation. Mais la célébration qui comptait le plus pour elle était plus petite, plus personnelle. Darren avait fait en sorte que ses anciens élèves se réunissent à l'école élémentaire Roosevelt, maintenant transformée grâce au financement de la Fondation. L'école disposait de nouveaux laboratoires de technologie, d'une vaste bibliothèque et de salles de classe équipées des derniers outils pédagogiques. Evelyn se déplaça dans les couloirs qui avaient autrefois abrité sa propre salle de classe, maintenant remplie d'expositions présentant les réussites des élèves et les innovations des enseignants soutenus par la Fondation. Chaque histoire de réussite représentait non seulement une amélioration scolaire, mais aussi des vies changées, des potentiels réalisés, des rêves rendus possibles. Dans l'auditorium, elle fut surprise de trouver Victoria Hayes parmi les participants. L'ancienne directrice de banque s'approcha avec hésitation, son apparence étant en quelque sorte plus douce, ses costumes coûteux ayant été remplacés par des vêtements décontractés qui parlaient de bénévolat et d'engagement communautaire. « J'ai donné des cours de soutien au centre d'alphabétisation », expliqua Victoria. « C'est devenu ma passion, aider les adultes qui ont manqué des opportunités éducatives dans leur jeunesse. Votre exemple m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour trouver un but en servant les autres. » Elles s'embrassèrent, deux femmes qui avaient emprunté des chemins si différents pour arriver à ce moment de respect et de compréhension mutuelle. Autour d'elles, l'auditorium se remplit de voix dans de multiples langues, anglais, espagnol, arabe, mandarin, représentant la diversité des élèves et des familles dont la vie avait été touchée par le travail de la Fondation. Le programme commença avec des élèves actuels interprétant des chansons et des récitations en l'honneur de la journée Mademoiselle Evelyn. Leurs performances enthousiastes, parfois fausses, lui rappelaient des milliers de présentations similaires auxquelles elle avait assisté au fil des ans, chacune étant une célébration des jeunes qui trouvèrent leur voie. Le docteur Williams prit le micro pour partager des statistiques qui parlèrent de la transformation. Les résultats au test à l'école élémentaire Roosevelt s'étaient améliorés de 40%. La fréquentation était à son plus au niveau historique, et plus remarquablement, 75% des élèves de 3e en fin de cycle ont été acceptés dans les lycées de leur premier choix. Mais les chiffres ne disent pas toute l'histoire, continua-t-il. Ce qui compte, c'est la culture d'espoir et de possibilités que Mademoiselle Evelyn a encouragée ici. Les élèves savent qu'ils sont valorisés. Les enseignants se sentent soutenus et les familles voient l'éducation comme une voie vers des rêves réalisés plutôt que des rêves différés. Maria Santos, maintenant à sa 3e année d'enseignement dans l'ancienne salle de classe d'Evelyn, partagea comment le programme de mentorat de la Fondation l'avait mise en contact avec des éducateurs expérimentés de tout le pays. « Je ne me sens jamais seule face aux défis, dit-elle. Je fais partie d'un réseau d'enseignants qui se soutiennent mutuellement, partagent leurs ressources et célèbrent les succès de chacun. » La surprise de la soirée arriva lorsque Darren se leva pour faire une annonce. « La Fondation a reçu son plus grand don à ce jour, commença-t-il, d'un bienfaiteur anonyme qui a été inspiré par l'histoire de Mademoiselle Evelyn. Ce don, 50 millions d'euros, nous permettra d'établir des dotations permanentes pour le soutien des éducateurs dans chaque département. » Le public éclata en applaudissements alors qu'Evelyn restait stupéfaite. L'ampleur d'une telle générosité, les effets d'entraînement qu'elle créerait, les enseignants dont la vie serait changée, c'était presque trop à comprendre. Mais le moment le plus émouvant vint peut-être vers la fin, lorsque Rosa, la plante qu'Evelyn avait laissée derrière elle, fut introduite sur une petite table. Désormais énorme,
avec des vrilles atteignant le plafond, elle était devenue un symbole de croissance et de permanence dans la salle de classe. Rosa a veillé sur 4 enseignants différents maintenant, expliqua Maria. Chacun a ajouté quelque chose à ses soins et elle a prospéré, tout comme l'héritage. De l'enseignement, il devient plus fort avec chaque personne qui s'en occupe. Alors que le programme officiel se terminait et que les gens se mêlaient autour de rafraîchissements, Evelyne se retrouva entourée de visages de toutes les époques de sa carrière. Il y avait Timothy, qui avait eu du mal à lire en CE1 et qui était maintenant un journaliste à succès. Il y avait Sarah, qui était incroyablement timide, jusqu'à ce qu'Evelyne l'aide à trouver sa voie et qui était maintenant avocate. Il y avait Marcus, qui semblait destiné aux ennuis jusqu'à ce qu'Evelyne voie son potentiel et l'aide à canaliser son énergie dans le sport et le leadership étudiant. Il entraînait maintenant au lycée et encadrait des jeunes à risque. Chaque conversation était une fenêtre sur les vies qu'elle avait aidé à façonner, les rêves qu'elle avait aidé à nourrir, le potentiel qu'elle avait aidé à libérer. Le fil de la connexion restait fort malgré les années et la distance, les liant tous à cette salle de classe où ils avaient appris pour la première fois qu'ils comptaient. Tard dans la nuit, seule dans son appartement, Evelyne était assise, entourée de cartes, de lettres et de photos de la célébration de la journée. Son téléphone continuait de vibrer avec des messages du monde entier, des enseignants la remerciant, des élèves partageant leurs réalisations, des organisations promettant de soutenir l'éducation. Elle prit une photo de la soirée, la montrant entourée d'élèves actuels de l'école élémentaire Roosevelt. Leurs visages brillaient de la même excitation, de la même curiosité et du même espoir qu'elle avait vu chez des milliers d'enfants au fil des décennies. Les méthodes d'enseignement pouvaient évoluer, la technologie pouvait changer, mais cette étincelle fondamentale de potentiel chez chaque enfant restait constante. Un léger coup à sa porte interrompit ses réflexions. Elle l'ouvrit et trouva Madame Chen, maintenant octogénaire mais toujours alerte, tenant une assiette de gâteau de lune. « J'ai pensé que vous seriez peut-être trop excité pour manger », dit Madame Chen avec un sourire entendu. « Les grands jours ont besoin d'une bonne nourriture. » Elles s'assirent ensemble à la table de la cuisine d'Evelyne, partageant les douceurs et le thé aux herbes que Madame Chen avait apporté. L'appartement était calme, à l'exception du tic-tac doux d'une horloge et des bruits lointains de la ville en contrebas. « Vous savez, dit Madame Chen pensivement, j'habite dans cet immeuble depuis 40 ans. J'ai vu des enseignants aller et venir, mais je n'ai jamais vu quelqu'un changer le monde comme vous l'avez fait. »« Je n'ai pas changé le monde, » protesta doucement Evelyne. « J'ai juste fait mon travail. »« Ah, mais c'est exactement pour ça que vous avez tout changé, » répondit Madame Chen. « Vous avez montré que faire votre travail avec amour, dévouement et détermination peut transformer non seulement des individus, mais des communautés entières. Vous avez prouvé que l'influence d'un enseignant peut se répercuter pendant des générations. » Elles restèrent dans un silence confortable un instant avant que Madame Chen ne continue. « Ma petite fille Sarah, vous vous souvenez, celle qui est devenue infirmière. Elle met en œuvre un programme à son hôpital inspiré par votre fondation. Il crée des systèmes de soutien pour les travailleurs de la santé, reconnaissant que prendre soin de ceux qui s'occupent des autres leur permet de mieux servir les autres. » Evelyne sourit. Le principe se propageait au-delà de l'éducation, touchant d'autres domaines consacrés au service. L'idée que ceux qui donnent aux autres méritent de soutien et reconnaissance prenait racine d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Alors que Madame Chen se préparait à partir, elle s'arrêta à la porte. « Promettez-moi quelque chose, » dit-elle doucement. « Promettez-moi que vous écrirez un livre, non pas sur la fondation ou sur l'incident de la banque, mais sur les années passées dans la salle de classe, sur ce que vous avez appris de tous ces enfants. Le monde a besoin de ces histoires. » Après le départ de sa voisine, Evelyne se retrouva debout à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, des travailleurs postés de nuit se dirigeaient vers des emplois qui maintenaient la société en fonctionnement. Des agents de sécurité protégeaient les bâtiments, des infirmières soignaient des patients, des concierges nettoyaient les bureaux. Et le matin, les enseignants ouvriraient leur salle de classe et commenceraient une autre journée à façonner de jeunes esprits. Elle pensa à la suggestion de Madame Chen d'écrire un livre. Il y avait tellement d'histoires, des moments de percée lorsque des élèves en difficulté comprenaient soudainement, des cas de gentillesse inattendue qui changeaient les trajectoires, des victoires silencieuses
qui ne faisait jamais les gros titres mais changeait des vies pour toujours. Se tournant vers son ordinateur, elle ouvrit un nouveau document et commença à taper. Chapitre 1. Le garçon qui ne savait pas lire. Il s'appelait Kevin, et il était assis au dernier rang, les bras croisés, la colère rayonnant de sa petite silhouette comme la chaleur d'un radiateur. Les mots affluaient alors qu'elle se souvenait de ce premier élève difficile qui lui avait autant appris qu'elle lui avait enseigné. Les défis auxquels il avait été confronté, la patience requise, la percée qui était survenue après des mois de lutte, tout cela brossait un tableau de la raison pour laquelle l'enseignement comptait, pourquoi l'attention individuelle était cruciale, pourquoi abandonner n'était jamais une option. Des heures passèrent alors qu'elle écrivait, chaque chapitre se concentrant sur un élève différent ou sur une leçon apprise. Elle écrivit sur la fille qui lui avait appris que la gentillesse pouvait briser n'importe quelle barrière, sur le garçon dont la créativité avait prospéré une fois que quelqu'un avait remarqué ses dons, sur les luttes et les triomphes qui avaient défini sa carrière. L'aube se levait sur Paris lorsqu'elle arrêta finalement de taper, ses doigts crampés mais son cœur plein. Le livre serait son prochain projet, un moyen de partager la sagesse acquise au cours de décennies passées dans la salle de classe. Ce serait une lettre d'amour à l'enseignement, un hommage à tous les éducateurs qui travaillaient sans relâche, avec peu de reconnaissance, et un rappel que les actions individuelles pouvaient en effet changer le monde. 3 ans après l'incident, de la banque qui avait tout changé, Evelyne se tenait devant une session conjointe du Congrès, invitée à parler de la réforme de l'éducation. L'hémicycle était rempli de sénateurs et de représentants, leur attention focalisée sur cette femme modeste qui était devenue en quelque sorte la conscience de l'éducation française. Elle portait une simple robe bleue, élégante mais pas ostentatoire, professionnelle mais accessible. À la main, elle tenait des notes écrites sur des fiches Bristol, une habitude de ses jours d'enseignement qu'elle n'avait jamais abandonnée. Les mêmes mains qui avaient corrigé d'innombrables copies et écrit sur des milliers de tableaux noirs se préparaient maintenant à s'adresser aux personnes les plus puissantes de la nation. « Honorable membre du Congrès », commença-t-elle, sa voix claire et forte, « je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas en tant qu'experte en matière de politique ou de budget, mais en tant que personne qui a passé 40 ans dans les salles de classe de France. Je suis ici pour parler au nom des millions d'éducateurs qui travaillent sans relâche chaque jour pour préparer nos enfants à l'avenir. » L'hémicycle était inhabituellement calme, l'agitation et les conversations secondaires typiques étant remplacées par une attention concentrée. Derrière elle, des écrans affichaient des images de salles de classe, certaines lumineuses et bien équipées, d'autres montrant de la peinture qui s'écaillait et des manuels scolaires obsolètes, tout témoignage des vastes disparités en matière de ressources éducatives. Lorsque j'ai commencé à enseigner dans les années 1960, continua Evelyne, je croyais que les bonnes intentions et le travail acharné suffisaient. Je suis resté tard pour aider les élèves en difficulté. J'ai dépensé mon propre argent pour les fournitures. J'ai organisé des conférences avec des parents qui n'avaient pas les moyens de payer une babysitter ou de s'absenter du travail. Et je pensais que c'était simplement ce que faisaient les enseignants. Elle fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Il m'a fallu des décennies pour comprendre que si le dévouement individuel est crucial, le soutien systémique est tout aussi important. Les enseignants ne peuvent pas et ne devraient pas avoir à supporter tout le fardeau de l'éducation des enfants de notre nation. La présentation se poursuivit avec les données du travail de la Fondation, des statistiques montrant l'amélioration des résultats des élèves lorsque les enseignants recevaient un soutien adéquat, des preuves des effets positifs des programmes de mentorat, des études de cas démontrant le pouvoir de la reconnaissance et de l'appréciation dans la rétention des enseignants. Mais ce ne sont pas les seules statistiques qui ont ému le public. C'étaient les histoires qu'Evelyne tissait tout au long de sa présentation, des histoires d'enseignants qui avaient transformé des vies, d'élèves qui avaient surmonté des difficultés incroyables, de communautés qui avaient été revitalisées grâce à l'éducation. Elle parla de Jennifer Walsh, une enseignante dans les Appalaches qui avait utilisé les fonds de la Fondation pour créer un laboratoire d'apprentissage mobile qui offrait des possibilités éducatives aux enfants des zones rurales. De Carlos Rivera, un éducateur de l'Est de Los Angeles qui avait créé un programme parascolaire qui maintenait les enfants engagés et hors de la rue,
réduisant la délinquance juvénile dans son quartier de 60%. De Sarah Two Eagles, une enseignante de la réserve de Pine Ridge, qui avait élaboré un programme qui honorait la culture amérindienne tout en préparant les élèves au collège et à une carrière. Ces éducateurs n'avaient pas besoin de permission pour se soucier, expliqua Evelyn. Ils avaient besoin de ressources, de soutien et de reconnaissance. Lorsque nous avons fourni ces éléments, des choses remarquables se sont produites. Elle conclut avec une histoire personnelle qui a tiré des larmes à de nombreux membres du public. L'histoire de Lisa Thompson, une enseignante qui avait perdu son mari au service militaire et qui avait du mal à joindre les deux bouts toutes en s'occupant de 3 enfants et d'une classe pleine d'élèves. Une subvention de la Fondation avait non seulement apporté un allègement financier, mais avait également mis Lisa en contact avec un réseau de soutien qui l'avait aidé à traverser la période la plus sombre de sa vie. « Lisa enseigne toujours », dit Evelyn, sa voix pleine d'émotion. « Mais plus que cela, elle s'épanouit. Ses élèves surpassent constamment les moyennes de l'État, non pas parce qu'elle est un enseignant surhumain, mais parce qu'elle a reçu le soutien que chaque éducateur mérite. » La standing ovation a duré près de 5 minutes, alors qu'Evelyn se tenait au pupitre, regardant des dirigeants puissants émus aux larmes. Elle sentit le poids des possibilités. Le changement arrivait, lentement, parfois à contre-cœur, mais inévitablement. Dans les mois qui suivirent, l'action du Congrès prouva que son optimisme était justifié. La loi sur le soutien à l'éducation Evelyn Patterson a fourni des fonds fédéraux pour les programmes de soutien aux enseignants, a établi des réseaux de mentorat pour les nouveaux éducateurs et a créé des incitations à la performance, basées non seulement sur les résultats au test, mais aussi sur des mesures globales de la croissance et de l'engagement des élèves. Le livre que Mme Chen l'avait encouragé à écrire, intitulé « Les graines de l'espoir », leçon de 4 décennies dans la salle de classe, est devenu un best-seller, les bénéfices finançant des bourses d'études pour les enseignants. En herbe, des clubs de lecture se sont formés dans les écoles de tout le pays, les éducateurs discutant des chapitres et partageant leurs propres expériences. Mais le développement le plus satisfaisant fut peut-être le réseau des écoles Evelyn, des établissements qui avaient adopté les principes défendus par la Fondation. Ces écoles ont accordé la priorité au bien-être des enseignants, investi dans le développement professionnel continu et créé des cultures où les éducateurs et les élèves pouvaient s'épanouir. 5 ans après cette journée charnière, à la banque, Evelyn se retrouva là où tout avait commencé, bien que la banque elle-même ait été transformée. L'édifice de la Banque de France abritait désormais le centre d'excellence pédagogique Evelyn Patterson, doté de salles de classe, d'installations de recherche et d'un musée dédié à l'histoire et à l'avenir de l'enseignement. Darren l'accueillit à l'entrée, ses cheveux maintenant parsemés de gris, mais son sourire toujours aussi chaleureux. Derrière lui se tenait sa fille Sarah, maintenant le docteur Sarah Matthews, principale chercheuse en psychologie de l'éducation et ardente défenseur du soutien à nos enseignants. « Prête à voir ce que nous avons construit ?» demanda Darren offrant son bras à Evelyn. Ils visitèrent ensemble l'établissement, Evelyn s'émerveillant de la transformation. Là où se trouvaient autrefois des guichets, des écrans interactifs, présentaient désormais des méthodes d'enseignement innovantes. L'ancienne salle des coffres de la banque avait été transformée en un espace d'études tranquille où les éducateurs pouvaient faire des recherches et collaborer. Plus émouvante encore, l'endroit où elle s'était tenue, attendant, délaissée et oubliée, présentait désormais une statue en bronze intitulée « L'enseignante patiente », une figure portant un manteau usé, la dignité intacte malgré l'adversité. Dans l'auditorium du centre, une assemblée était déjà en cours. Des centaines d'éducateurs du monde entier étaient venus à Paris pour la première conférence mondiale sur l'autonomisation des enseignants. Alors qu'Evelyn entrait, des conversations dans des dizaines de langues emplissaient l'air, témoignage de l'ampleur de la diffusion de leur message. Le Dr Williams s'approcha avec un groupe d'élèves actuels de l'école élémentaire Roosevelt, tous portant des t-shirts sur lesquels on pouvait lire « Les enfants de Rosa » en l'honneur de la plante qui prospérait toujours dans leur école. « Mademoiselle Evelyn », s'écria Maria, l'élève dont la famille était arrivée du Guatemala il y a à peine 2 ans. « Je veux être enseignante comme vous quand je serai grande. » Evelyn s'agenouilla à la hauteur de Maria, voyant dans les yeux brillants de la jeune fille le même potentiel qu'elle avait reconnu chez des milliers d'élèves avant elle.
Et tu le seras, dit-elle avec assurance. Tu seras une enseignante. Incroyable parce que tu comprends ce que signifie persévérer, s'adapter, grandir. La cérémonie d'ouverture commença par un message vidéo d'enseignants du monde entier, chacun partageant comment le travail de la Fondation avait touché leur vie. Une enseignante du Bangladesh rural parla de la façon dont un ordinateur portable, fourni par le programme, avait connecté ses élèves à des pairs du monde entier. Une éducatrice du centre-ville de Détroit décrivit comment le financement du perfectionnement professionnel lui avait permis de terminer son doctorat tout en enseignant à plein temps. Un membre du corps professoral d'une école de Syrie, Jean Sonsoneger, montra des salles de classe reconstruites, financées par des subventions de la Fondation, à nouveau remplies d'enfants pleins d'espoir. Lorsqu'Evelyn fut présentée, l'ovation fut tonitruante. Elle se dirigea lentement vers le podium, contemplant les visages devant elle, de jeunes enseignants commençant tout juste leur carrière, des vétérans avec des décennies d'expérience, des administrateurs, des décideurs politiques, des élèves et des partisans. Lorsque je suis entré dans une banque il y a 5 ans, commença-t-elle, je portais un chèque qui représentait l'espoir d'une vie meilleure. Je n'avais aucune idée que je portais en fait quelque chose de beaucoup plus précieux, les graines d'un mouvement qui transformerait notre façon de penser à l'éducation, aux enseignants, à la confiance sacrée de façonner les jeunes. Esprit. Elle parla des changements dont elle avait été témoin, non seulement l'amélioration du financement et du soutien, mais aussi le changement de la façon dont la société considérait les enseignants. Les enfants parlaient désormais de devenir éducateurs, avec le même enthousiasme qu'ils réservaient autrefois aux astronautes et aux athlètes. Les parents regardaient les enseignants avec un respect nouveau. Les politiciens courtisaient le vote des enseignants, reconnaissant le pouvoir d'une main-d'œuvre éducative, inspirée et habilitée. Mais nous ne construisons pas seulement de meilleures écoles, continua Evelyn, sa voix gagnant en force. Nous construisons de meilleures communautés, des démocraties plus fortes, un avenir plus prometteur. Chaque enseignant que nous soutenons touche des dizaines d'élèves chaque année. Ces élèves deviennent des parents, des dirigeants, des innovateurs. Les effets d'entraînement sont infinis. Elle conclut par un défi qui deviendrait un cri de ralliement pour les éducateurs du monde entier. Chacun de vous, retournez dans vos salles de classe, vos écoles, vos communautés avec une nouvelle mission. Vous n'êtes pas seulement des enseignants. Vous êtes des bâtisseurs d'espoir, des nourriciers de rêves, des façonneurs d'avenir. Vous êtes les architectes de demain, et le monde a besoin des bâtiments que vous seuls pouvez concevoir. Alors que la conférence se poursuivait les jours suivants, des groupes de travail se sont formés pour relever des défis spécifiques. La Fondation a annoncé de nouvelles initiatives, un programme d'échange d'enseignants à l'échelle mondiale, des micro-subventions pour les innovations en classe, une plateforme numérique reliant les éducateurs du monde entier. Mais au-delà, des programmes et des politiques, quelque chose de plus profond se produisait. Une culture de respect pour l'éducation prenait racine. Des histoires sont apparues d'anciens élèves devenus enseignants, inspirés par les éducateurs qui avaient cru en eux. Les chefs d'entreprise ont commencé à investir dans l'éducation, non seulement par des dons, mais aussi en s'associant aux écoles de manière significative. Les communautés ont commencé à célébrer leurs enseignants locaux avec la même ferveur qu'elles montraient à leurs équipes sportives. Le dernier jour de la conférence, Evelyn visita l'école élémentaire Roosevelt une dernière fois. L'école était en session, et elle parcourut les couloirs familiers, regardant dans les salles de classe où de nouvelles générations d'élèves apprenaient, grandissaient, découvraient leur potentiel. Dans son ancienne salle de classe, Maria Santos, maintenant à sa 7e année d'enseignement, dirigeait une leçon sur la justice sociale, utilisant l'histoire de la Fondation comme une étude de cas sur la façon dont les individus pouvaient créer un changement systémique. Les élèves actuels de CM1 écoutaient avec une attention soutenue alors qu'elle décrivait comment la dignité d'une enseignante face à la discrimination avait déclenché un mouvement mondial. Rosa, la plante qu'elle avait laissée derrière elle, prospérait toujours sur le rebord de la fenêtre, maintenant accompagnée d'une collection de succulentes offertes par divers enseignants au fil des ans. Une pancarte à côté des plantes disait « Comme nos élèves, nous grandissons tous à notre propre rythme, mais avec les bons soins et l'attention, nous nous épanouissons tous. » Evelyn se glissa discrètement au fond de la salle de classe, écoutant les élèves discuter de la façon dont ils pourraient apporter des changements positifs dans leur propre communauté.
un garçon parla de lancer un programme d'alphabétisation pour les résidents âgés de son quartier. Une fille partagea son projet de créer une collection d'histoires multilingues célébrant la diversité de Paris. Après la classe, les élèves remarquèrent Evelyne et se précipitèrent pour la saluer. Ils la bombardèrent de questions sur son autobiographie, lui demandèrent des conseils sur leurs projets de justice sociale et partagèrent leurs rêves pour l'avenir. Plusieurs exprimèrent leur intention de devenir enseignants, inspirés par les changements dont ils avaient été témoins dans leur école. Alors qu'Evelyne se préparait à partir, un élève, un garçon discret nommé David, s'approcha avec hésitation. « Mademoiselle Evelyne, dit-il doucement, ma maman dit que vous êtes la raison pour laquelle les enseignants sont heureux maintenant. » Elle sourit, se souvenant d'un autre garçon timide il y a des décennies, qui avait eu besoin d'encouragement supplémentaire pour s'exprimer. « Les enseignants ont toujours été capables de bonheur, » répondit-elle. « Nous avions juste besoin que le monde se souvienne de l'importance de notre travail. »« Êtes-vous heureuse » demanda David avec la franchise que seuls les enfants possèdent. Evelyne réfléchit sérieusement à la question. « Je suis épanouie, » dit-elle finalement. « Il y a une différence. Le bonheur va et vient, mais l'épanouissement... Savoir que votre vie a fait une différence significative, cela reste avec vous pour toujours. » Ce soir-là, Evelyne organisa un petit dîner dans son appartement pour l'équipe de base qui avait créé la fondation. Darren était là avec sa famille, le docteur Williams avec sa femme, Jennifer son assistante avec son mari et plusieurs autres personnalités clés qui avaient contribué à transformer son histoire personnelle en un mouvement mondial. Ils partagèrent non seulement un repas, mais aussi des souvenirs, de longues soirées passées à développer des programmes, de victoires petites et grandes, de défis surmontés grâce à la persévérance et à la collaboration. La conversation alla des détails politiques aux anecdotes personnelles, des success stories aux leçons apprises. Au moment du dessert, Darren se leva pour porter un toast. « À Mademoiselle Evelyne, commença-t-il, qui nous a appris que la dignité d'une seule personne peut inspirer une génération, que le dévouement d'un seul enseignant peut changer le monde, que la gratitude d'un seul élève peut construire un héritage. » Les verres s'entrechoquèrent autour de la table, tandis que d'autres toasts suivirent. Le docteur Williams parla de la transformation des écoles. Jennifer mentionna les lettres de gratitude qui arrivaient quotidiennement du monde entier. Sarah, Matthews évoqua la recherche, montrant l'amélioration des résultats scolaires dans les pays où le soutien aux enseignants avait augmenté. Mais ce fut Madame Chen, invitée en tant que membre honoraire de la famille, qui offrit le plus bel hommage. « Dans la culture chinoise, dit-elle, sa voix tremblant légèrement sous le poids de l'âge et de l'émotion, nous avons un dicton. Un enseignant pour un jour est comme un parent pour la vie. Vous, Evelyne, avez été enseignante pendant des milliers de jours, parent d'innombrables enfants. Votre héritage perdurera longtemps après que nous serons tous partis. » Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités partaient, Evelyne se tenait sur son balcon, en regardant la ligne d'horizon de Paris. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles ancrées sur la terre, chaque fenêtre représentant des vies vécues, des rêves poursuivis, des avenirs écrits. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce moment crucial à la banque. Ce qui avait commencé comme une expérience humiliante s'était transformé en un mouvement mondial qui avait touché des millions de vies. Les enseignants étaient désormais une profession respectée dans le monde entier. Les élèves recevaient une meilleure éducation dans des écoles bien soutenues. Les communautés étaient plus fortes, plus cohésives, plus pleines d'espoir. Mais pour Evelyne, la véritable mesure du succès ne résidait pas dans les statistiques ou les récompenses. Elle résidait dans les lettres qu'elle recevait d'anciens élèves réalisant leurs rêves, dans les rapports sur les méthodes d'enseignement innovantes mises en œuvre à l'échelle mondiale, dans le spectacle de jeunes choisissant l'enseignement comme voie professionnelle avec fierté et enthousiasme. Son téléphone vibra avec un message texte d'Antonio, son ancien élève qui était maintenant au lycée. « Mademoiselle Evelyne, disait-il, je postule à l'école d'enseignement. Je veux suivre vos traces et changer des vies comme vous avez changé la mienne. Merci d'avoir cru en moi. » Des larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle tapait en retour. « Tu es déjà en train de changer des vies, Antonio. En choisissant d'enseigner, tu assures la continuité du cycle. Le monde attend ce que tu as à donner. » Alors qu'elle se préparait pour se coucher ce soir-là,
Evelyne réfléchit au parcours inattendu que sa vie avait emprunté. Elle avait commencé sa carrière avec de simples rêves. Aider les enfants à apprendre, faire une différence pour un élève, à la fois. Elle n'avait jamais imaginé que son engagement envers ces modestes objectifs finirait par remodeler la façon dont la société valorisait l'éducation. La banque avait été démolie il y a des années, remplacée par un bâtiment moderne qui abritait les bureaux de la fondation. Mais parfois, en passant devant le site, Evelyne pouvait presque voir son ancienne aile debout à ce comptoir de marbre, serrant ce précieux chèque, endurant l'humiliation qui allait finalement devenir le catalyseur de la transformation. Elle sortit un journal usé, celui qu'elle avait tenu tout au long de sa carrière d'enseignante, et écrivit sa dernière entrée. Aujourd'hui marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Je suis entrée dans l'enseignement jeune et idéaliste, croyant que je pouvais changer le monde un enfant à la fois. J'ai fait face à des années de lutte, d'être sous-estimée et ignorée, de me demander si mes efforts comptaient. Mais j'ai persévéré, parce que les enfants avaient besoin de moi, parce que l'enseignement n'était pas seulement ma profession, mais ma vocation. Ce jour-là, à la banque, où je me suis retrouvée ignorée et humiliée, j'ai cru avoir touché le fond. Je n'avais aucune idée que c'était en fait un tremplin vers des sommets que je n'aurais jamais pu imaginer. Dieu, le destin, ou une simple coïncidence a placé Darren dans ce hall exactement au bon moment. Mais c'est la fondation que nous avons construite ensemble, enracinée dans le respect des éducateurs et la conviction dans le pouvoir de l'enseignement, qui a créé un changement durable. Demain, je commence une nouvelle phase. À 78, 15, je pourrais me reposer sur mes lauriers, profiter des fruits de notre succès. Au lieu de cela, je choisis de continuer à servir. La fondation est entre de bonnes mains. Le mouvement a pris une impulsion irrésistible. Maintenant, je retourne là où tout a commencé, la salle de classe. J'enseignerai à nouveau. Non, pas dans une école, mais dans un centre d'alphabétisation. En travaillant avec des adultes qui n'ont jamais eu les opportunités éducatives qu'ils méritaient. Je donnerai des cours particuliers aux enfants, dont les parents n'ont pas les moyens d'obtenir une aide supplémentaire. Je serai un mentor pour les jeunes enseignants, transmettant tout ce que j'ai appris sur l'art sacré de l'éducation. Car en fin de compte, c'est ce que je suis et serai toujours, une enseignante. Non pas à cause des titres ou de la reconnaissance, mais parce que quelque part en moi brûle une flamme inextinguible qui s'enflamme lorsque les esprits s'ouvrent, lorsque la compréhension se révèle, lorsque le potentiel se réalise. Le cercle continue. Les élèves deviennent des enseignants. Les enseignants inspirent les élèves. Et l'espoir se répand comme des ondulations sur l'eau, touchant des rives que nous ne verrons peut-être jamais, mais en faisant confiance au fait que les vagues les atteindront toutes de la même manière. À tous ceux qui liront ceci dans les années à venir, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer des vies, que vous soyez un enseignant dans une salle de classe, un parent à la maison ou simplement quelqu'un qui se soucie de la prochaine. Génération, vous comptez. Votre gentillesse, votre patience, votre foi en les autres peuvent transformer non seulement des individus, mais des communautés entières, voire le monde lui-même. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un seul moment de compassion. Ne doutez jamais que vos efforts comptent, et n'oubliez jamais que nous sommes tous des enseignants et des élèves, chacun capable d'apprendre et de grandir jusqu'à notre tout dernier jour. Le meilleur reste à venir. Evelyne ferma le journal et le plaça dans le tiroir de sa table, de chevet, à côté de dizaines de volumes similaires documentant son parcours dans l'enseignement. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles occasions de servir, de nouvelles vies à toucher. Alors qu'elle s'endormait, elle sourit à la pensée que quelque part à Paris, en France, dans le monde, il y avait des enseignants qui veillaient tard pour corriger des copies, préparer des cours, s'inquiéter de leurs élèves. Ils n'étaient plus seuls dans leur dévouement, plus sous-estimés dans leur service. Le mouvement se poursuivrait longtemps après qu'elle soit partie, porté par toutes les vies qu'elle avait touchées, tous les éducateurs qu'elle avait inspirés, tous les élèves qui avaient appris qu'ils comptaient. Les graines d'espoir qu'elle avait plantées se transformeraient en forêt de possibilités, abritant des générations d'apprenants à venir. Et dans les salles de classe du monde entier, des plantes de rosa continueraient de pousser sur les rebords des fenêtres, entretenues par des mains bienveillantes, veillant sur le travail sacré de l'éducation, rappelant à chaque enseignant que, comme Rosa elle-même,
La meilleure croissance se produisait avec patience, soin et une foi inébranlable dans le potentiel. Le cercle était bouclé, mais ne faisait que commencer. Félicitations. Tapez 7 dans les commentaires pour que je sache que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Laissez un j'aime et abonnez-vous. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. À bientôt.